Katia Initiation Support en fraisage, on va présenter une activité qui va nous permettre de réaliser une pièce. La pièce, on va la présenter très rapidement dans mon dossier support. La pièce elle sera disponible un tout petit peu plus tard. Donc j'ai ouvert au préalable mon Katia et lancé ma pièce à l'intérieur. Alors, si je regarde ma pièce, pièce de forme prismatique sur laquelle je retrouve un épaulement, deux plans qui sont perpendiculaires. Dans la partie haute, je retrouve un trou. Caractéristique de mon trou, c'est un trou lamé et qui est débouchant dans la partie basse. De l'autre côté, je vois que les trous sont également débouchants. J'ai deux trous dans la partie basse qui sont frésurés ou chanfreinés et qui débouchent dans la partie basse. Voilà ce que j'ai en termes de forme. Si je regarde en termes de dimension, là je suis sur l'analyse morphodimensionnelle. Si je regarde dans l'analyse plutôt morphologique dans un premier temps, l'analyse dimensionnelle dans un deuxième temps, si je regarde la cotation, la pièce en vue en coupe AA, donc c'est une coupe brisée que je retrouve ici qui passe par le trou du plan inférieur. Comme on le disait, c'est un trou chanfreiné. Le trou il est coté en diamètre 5H7. Donc H7, on rappelle que c'est relativement précis. On est sur du tolérancement ISO et dont des intervalles de tolérance qui sont au micron, donc très précis, surtout sur du diamètre 5. Et le deuxième trou que je retrouve, le trou central ici, trou que j'ai caractérisé comme étant un trou lamé, diamètre 18, profondeur de 11, et la deuxième partie de mon trou, je suis sur un trou 11 plus ou moins, plus 0,50, donc là on est plus dans le domaine du trou qui est simplement percé, typiquement pour du passage de vis, une vis de 10 par exemple, qui nous permet ici le lamage de noyer la tête de vis. Si je regarde les dimensions, en hauteur, ma pièce fait 48, en largeur, ma pièce fait 80. Donc je ne vais pas retoucher la pièce dans sa largeur. J'aurais tendance à partir, si j'ai réalisé cette pièce, dans du brut de 80 par 50. Et ce brut de 80 par 50, je vais le couper à une longueur de 100. Si je regarde la longueur de 100, 100 plus ou moins 0,4. Si ma scie est assez précise pour tenir l'intervalle de tolérance ici qui est de 0,8, eh bien je laisse comme ça. Sinon je viendrai faire deux plans ici sur ma pièce, mais à ce moment-là on est plus sur du travail traditionnel que du travail à commande numérique. Notre travail en commande numérique, nous, ça va être la réalisation surtout de l'épaulement. Bon, déjà on va avoir un surfaçage sur le plan supérieur C, ça sera sûrement notre première opération. Ensuite, la réalisation de notre épaulement avec les deux surfaces perpendiculaires D et E. Et ensuite, on va partir sur nos opérations de perçage-lamage. Notre lamage ici avec G et A. Et ensuite, les deux trous ici chanfreinés et alésés diamètre 5. À réaliser ici, qui ont un anthrax de 70. Voilà ce qu'on a un tout petit peu sur notre pièce. Si on regarde l'intervalle de tolérance ici, on est à plus ou moins 0,2, donc 1 mm, 2 mm à enlever si on part sur du 50, et ici on est sur du 18 plus ou moins 0,2. Et nos cotes sont positionnées, si on regarde un tout petit peu par rapport à notre cotation, on va avoir tendance à se mettre en appui sur le plan inférieur, venir choisir la surface de référence pour ma linéaire rectiligne ici derrière, et A ici pour ma cotation me sert de surface de référence pour positionner l'ensemble de mes trous. Donc mon référentiel devait se positionner à l'intersection ici. Si je repars sur mon Katia, ça veut dire que mon référentiel devrait se trouver dans cette partie là et surtout ici à l'intersection des normales de contact. Techniquement, cette pièce là je vais la prendre en étau, un étau classique en fraisage, en appui-plan sur la face inférieure, linéaire rectiligne sur mon morphix
et en mettant une butée ponctuelle sur le côté. Ma butée pourra rester au moment de l'usinage, je ne suis même pas obligé de l'escamoter. À partir du moment où je la positionne dans cette zone-là, qui n'est pas une zone d'usinage, il faudrait que j'évite de la positionner par contre de ce côté-là. Voilà où j'en suis sur la présentation de ma pièce. On a présenté notre pièce, on va pouvoir basculer maintenant mon support dans l'usinage, et on a dit qu'on était sur une pièce de dominante prismatique, donc dans Prismatic Machining. L'atelier met toujours un petit peu de temps à se charger. Je vais charger l'atelier intégral qui va nous permettre de réaliser l'ensemble des opérations ici sur ma pièce. Alors, je retrouve toujours mon PPR. Mon PPR, c'est quoi? Le PPR, il est composé du premier P, le process, deuxième P, le product, troisième P, la ressource. Le process, c'est l'ensemble des opérations, des changements d'outils que je vais retrouver dans mon programme de fabrication. La product list, ce sont les ensembles de pièces brutes, plans d'approche que je vais définir. Et ma ressource list, lui, va correspondre à ma machine, les outils que je vais utiliser, ainsi que les paramètres de coupe que je vais définir pour mes outils, à savoir la vitesse de coupe et la vitesse d'avance unitaire de mes outils. Voilà. Première partie, je passe dans phase d'usinage, ici, et je vais définir ma phase d'usinage. Alors moi j'aime bien toujours renommer tous ces éléments là. On va dire que cette pièce là, comment on l'a obtenue cette pièce là? On est venu l'acier sur une scie et on est venu dresser d'un côté, surfacer d'un côté et surfacer de l'autre. Donc on a déjà eu deux phases d'usinage, phase 10 et phase 20. Donc nous on va se positionner en phase 30. On vous expliquera un tout petit peu plus tard. Je récupère ces informations ici dans la partie basse. Je réécris ma phase 30, et dans ma phase 30 je vais définir ma machine. Alors ma machine ici, j'ai pas de type d'opération particulier. Je pense que cette pièce là je peux la faire sur une fraiseuse à commande numérique ou sur un centre d'usinage classique. Donc 3 axes me suffisent. Si 3 axes me suffisent, je reste ici sur le premier ici et je vais faire ça sur un centre d'usinage. Donc je vais passer en CUV comme un centre d'usinage vertical. Broche, je change rien, je bascule dans outillage, je vais chercher, vous avez normalement accès à Kata Genesis qui correspond au catalogue du lycée Jean Jaurès. Compensation, on touche rien, on bascule ici dans la commande numérique, ce qui va nous permettre de générer le code et de créer les programmes. On va utiliser le post-processeur PP pour le centre d'usinage, le lib. Et on va faire la même chose pour la table de post-processeur, la PP table, on va prendre la PPCU. On va coder du code ISO et on est en 3 axes ici, donc X, Y, Z me suffisent. Je valide ici par OK et j'ai terminé mes sélections. Ici, dans ma géométrie, je vais pouvoir d'ores et déjà définir la pièce pour la simulation et le brut. Je sélectionne ici. Pour sélectionner la pièce, on ne peut pas sélectionner directement. Il faut développer et aller chercher le corps principal de la pièce. Ici. OK. Pour sélectionner le brut, ici, moi j'ai un brut automatique qui est créé qui s'appelle NC Géométrie. Alors là, échappe 2 fois. OK. Un outil option. Ce brut, il est créé automatiquement à partir du moment où dans vos options dans Katia, dans la partie ici, lorsqu'on descend avec la barre de scroll, que vous allez dans usinage, dans le premier onglet général, vous prenez la barre de scroll et vous cliquez ici et vous arrivez sur géométrie complémentaire pour la CN. À partir du moment où vous ouvrez un process, vous avez cet onglet là qui est coché. Créer un 4 parts pour stocker la géométrie. C'est exactement ce que moi je coche. Comme ça, par défaut, il me crée une pièce. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de recréer la pièce. La pièce, elle existe. Même s'il n'y a rien dedans, la pièce, elle existe. Pour l'instant, j'ai juste un corps principal. Donc si je reviens ici, je reviens dans ma phase, je double-clique, je prends mon brut. Et je vais lui dire que le corps principal de ma NC Géométrie, ce sera mon brut. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. On va lui définir par la suite, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Voilà, on va s'arrêter là, ici, pour la phase de définition. Et on va aller définir par la suite les éléments qui vont constituer mon brut et mes plans d'approche. Pour définir nos éléments de brut,
On va venir ici dans mon NC Setup. Je travaille jamais directement, donc mon NC Setup c'est tout simplement l'assemblage qui va contenir ma pièce, mon brut et mes plans d'approche. Je travaille jamais directement dans le process et dans le NC Setup. Le NC Setup, je l'ouvre toujours, clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Alors, chacun sa stratégie. Moi, je travaille toujours comme ça parce que ça permet d'avoir des visualisations qui sont plus claires et de savoir dans quel atelier on se situe. Là, ici, je suis en 4 product, donc c'est comme si j'étais dans l'assembly design. Mon assemblage, il est constitué de 2 pièces. Cette pièce-là, elle existe vraiment pour l'instant et celle-ci, il nous reste à la définir. On va donc aller la définir ici, donc je vais développer et mon corps principal, je vais double-cliquer sur mon corps principal, les icônes évoluent sur les côtés et à ce moment-là, je me trouve dans un icône de dessin. Alors, ma pièce, je ne vais pas l'usiner vers le bas, donc je peux utiliser son plan XY et dans le plan XY ici, je vais définir mon brut. Je vais définir mon brut de telle manière ici, alors j'évite de trop me contraindre par défaut. Je vous conseille de ne pas vous contraindre par défaut parce que sinon il vous faut les effacer derrière et c'est plus facile de créer les contraintes que de les effacer. Au moins vous savez ce que vous avez fait. Là je vais rendre mon brut coïncident avec les différents éléments de ma pièce comme ceci. Donc là je ne retouche pas les surfaces de ma pièce, mon brut ça me suffit. Et j'ai dit que j'étais parti sur du 80 par 50, donc lorsque je vais extruder mon brut, je vais lui définir une hauteur de 50 mm. Ma hauteur est fait 50 mm, effectivement elle a l'air un peu plus haute que ma pièce à usiner, donc je peux valider. Ah, problème, les pièces se superposent avec deux couleurs grises identiques, il va falloir que ici dans mon corps principal, le corps principal du brut, j'aille le mettre d'une couleur différente, je mets toujours en jaune en surbrillance. Que vous mettiez 50%, 75%, peu importe, ça change strictement rien. Voilà. Voilà le brut de départ que je vais avoir dans ma phase 30 ici. En plus de ceci, je vais ajouter un plan d'approche. Alors le plan d'approche, je vais le créer dans une nouvelle pièce. Donc je double-clique sur le NC Setup et dans mon NC Setup, je vais dire que je vais créer une nouvelle pièce. Cette pièce-là, je vais l'appeler habillage. Dans mon habillage, je vais mettre un tout petit peu tous les éléments qui vont me servir à créer mes points d'approche-retrait, par exemple, pour définir les distances par rapport à mes outils. Je double-clique sur mon corps principal et je vais créer ici, dans mon corps principal, un plan. Ce plan, il a pour caractéristique d'être décalé par rapport au plan de référence. Alors là, mon plan, il est dans la matière, bah oui, parce que j'ai dit que ça faisait 50. Si je le décale, alors plus le décaler par rapport au plan de référence du bas, ça n'a pas trop de sens. Si je le décale, j'aurais plutôt tendance à le décaler par rapport au plan supérieur, effectivement. Et là, je vais l'inverser et je vais dire que par rapport à mon brut, parce que si je change mon brut, du coup, il va aussi changer mon plan. Par rapport à mon brut, je vais le positionner à 15 mm. Allez, on va même mettre 10 mm. On va mettre notre brut à 10 mm par rapport à notre plan supérieur. Voilà. Et donc quand mes outils vont arriver, ils vont avoir tendance à arriver sur ce plan-là. Voilà. J'en ai terminé en fraisage avec la définition de mon brut. Ici, mon plan il est édité. J'ai modifié mon cas de product. Donc ici, je peux ici aller faire une mise à jour complète. Vous avez le raccourci clavier, CTRL U qui vous permet également de le faire. Je fais ma mise à jour, je reviens dans fenêtre, dans mon process. À partir de ce stade, on va pouvoir effectuer ici une première sauvegarde. Fichier, on ne passe pas par ni enregistrer sous, ni enregistrer tout. On passe obligatoirement par une gestion des enregistrements. Ma gestion d'enregistrement, elle va m'obliger à sauvegarder mon activité mère, c'est-à-dire le process, enregistrer sous. Et ici, je vais me positionner sur le bureau et dans mon bureau, je vais créer un nouveau dossier. Le dossier, c'est ma gamme d'usinage. Moi, par défaut, j'aime bien appeler ça GA. Et ma pièce, elle s'appelle support. GA support. On est en phase 30. GA support, phase 30. Avant de valider, on va sélectionner. CTRL C. On double-clique. Et ici, je change le process 1. J'évite de laisser process 1, sinon tous mes process vont se superposer. Et je réécris GA phase 30. Enregistrer. Je propage le répertoire. À partir du moment où je propage le répertoire, tous les éléments vont sauvegarder au même endroit.
Je clique sur OK et tout est sauvegardé au même endroit. Je vais donc vérifier que sur mon bureau, j'ai bien un dossier qui s'appelle GA Support FAS30 et qu'à l'intérieur de mon dossier GA Support FAS30, je retrouve bien ma gamme, mon GA, mon produit, mon NC Setup qui est constitué de mon support, de ma NC Géométrie et de mon habillage. J'ai bien les différents éléments ici qui me permettent de créer mon usinage. L'ensemble de mes éléments étaient sauvegardés. Je vais pouvoir revenir dans ma phase d'usinage et définir mon origine programme. On a dit que nos origines étaient définies par rapport à la cotation de ma pièce, à savoir que ici je vais supprimer triade de référence. Je vais appeler ça OP, mon OP même phase 30. Et je vais cliquer sur le point ici qui va me définir mon point ici d'origine de mon usinage. Les axes machine étant Z, l'axe vertical, je vais prendre mon Z et je vais définir que mon Z étant vertical comme ceci. Il est dans le mauvais sens, donc j'inverse la direction. Que mon axe X étant l'axe du plus grand déplacement ici, donc on peut le caractériser comme étant l'axe qui suit cette direction-là. Je vois que si j'utilise la règle de la main droite, mon axe est mal positionné, j'inverse la direction, OK. À partir du moment où je positionne X et Z, mon troisième axe est positionné automatiquement et effectivement tout est bien positionné en vert ici. Je vais valider par OK et mon origine programme est positionnée. Je peux continuer ici par définir mon plan de sécurité comme étant le plan que j'ai défini au préalable également. Et voilà ce que j'avais à faire pour définir mes usinages. À partir de là, tout mon environnement est créé et est prêt à accueillir tous mes usinages. Le premier usinage qu'on va définir, c'est le surfaçage du plan supérieur ici. Vous avez les icônes d'usinage qui sont ici dans Opération d'usinage. Si vous cherchez les icônes, vous les retrouvez ici, clic droit dans Opération d'usinage. Pas la peine d'aller dans Multi-axe ici, pour l'instant on est en 3 axes classiques, je reste dans Opération d'usinage. On a des poches, on a du surfaçage, du contournage, des courbes, etc. Ça, on va l'explorer un tout petit peu ultérieurement. Pour l'instant, on va rester dans le surfaçage ici, donc je vais cliquer dans surfaçage. Au préalable, il faut avoir, alors on va revenir dans l'ordre, parce que là, ça peut pas être clair pour tout le monde. Il faut cliquer sur programme de fabrication ici, et ensuite cliquer dans surfaçage pour que l'usinage soit automatiquement ajouté. Surfaçage, et si je vais regarder sur mon dessin de définition, le surfaçage, la surface que je vais réaliser, elle s'appelle C. Donc je vous invite aussi à bien nommer les opérations pour vous y retrouver lorsque vous allez créer vos opérations. Je vais surfacer C. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont sélectionnées, qu'il va falloir définir. Il y a ce qu'on appelle le haut, il y a ce qu'on appelle le fond et ce qu'on appelle le flanc. Alors le haut, ça va être la partie haute de votre brut. Donc quand vous sélectionnez votre haut, c'est votre brut. Le fond, c'est la surface jusqu'à laquelle on va aller. Donc là, je vais cliquer. Ici, je vais cacher ma NC Géométrie. Et je vais définir en double clic mon fond. À partir du moment où il sélectionne votre fond ici, il sélectionne automatiquement également les flancs. Donc là, les flancs, le problème, c'est que à ce moment-là, ma surface, elle n'est pas épaulée. Du coup, je vais effacer mes flancs ici et je vais les réactiver. Je vais rafficher ma géométrie et je vais lui dire que mon domaine d'usinage, si je clique sur une arête et que je fais propager sur une ceinture d'arêtes, est-ce qu'il l'a sélectionné? Je ne sais pas. Sinon, vous sélectionnez les 4 arêtes comme ceci. Vous double-cliquez et là, le contour est bien fermé. Donc là, on ne va pas jouer sur le surépaisseur et sur les fonds. Il connaît automatiquement Katia et il l'affiche en plus dans la zone de visualisation graphique. Le haut, qui est le plan supérieur du brut, le fond, qui est la dernière pièce, qui est le haut de la pièce à usiner, et le flanc, sur quelle zone d'usinage doit réaliser son usinage. On va d'ores et déjà aller définir l'outil. L'outil ici, je vais aller le chercher. Donc je vais utiliser une fraise. Dans mon catalogue, on a une fraise qui doit aller correctement. C'est une fraise de diamètre 50. Ici, on va la sélectionner avec la loupe. Et dans mon catalogue Kata Gene JJA, j'ai une fraise de diamètre 50 alu qui va bien ici. Je vais la sélectionner, cette fraise.
ça sera le premier outil que je vais utiliser, donc j'ai tendance à l'appeler 1. Plus compensation, je vais sélectionner la compensation et je vais piloter le point central de ma fraise. Donc l'outil est 1, donc les correcteurs vont rester en 1 ici. Je vais choisir mes stratégies qui vont me permettre de réaliser mes usinages. Je vais travailler toujours ici pour du surfaçage en aller simple. Je vais définir le ratio de recouvrement et les fins de passe ici. Donc mes fins de passe, je préférais qu'elles se fassent à l'extérieur pour être sûr que mes outils dépassent bien. Les gardes latérales vont me permettre ici, lorsque je vais faire mes usinages, que mon outil n'entre pas directement dans la matière et dépasse bien dans la matière également de l'autre côté. Donc ici, en garde latérale, je vais me mettre 5 mm. Le chevauchement, on va laisser comme ça et puis on va voir ce qui se passe exactement. Nombre de niveaux. Alors on a la possibilité sous CATIA soit de définir le nombre de passes qu'on veut faire, soit ici de définir la profondeur de passe maxi. Ma pièce est fait 48, mon brut fait 50. Si on définit une profondeur de passe maxi de 2 mm, il va simplement nous faire normalement une passe. S'il calcule, effectivement, il nous dit qu'il ne fera qu'une seule passe. Mais ici, on va rajouter une passe de finition sur le fond, et on aura laissé ici 3 dixièmes, 0,3 mm. Donc en tout, il y aura deux passes techniquement, une passe d'ébauche sur laquelle il va usiner 1,7 mm, et une passe de finition sur laquelle il va laisser 0,3. Alors, on a vu nos outils, on va aller définir nos vitesses ici. Ici, on va se mettre directement en vitesse de finition. J'ai tendance à supprimer les éléments qui sont issus de mon calcul. Et là, si vous regardez, on a des choses qui sont complètement aberrantes. C'est-à-dire que, par défaut, le retrait à 300 mm, alors qu'on a des vitesses d'usinage à 800 mm par minute. Vous imaginez bien que si le retrait parcourt 1 mm par minute et qu'on part d'ici et qu'on remonte à 10 mm, globalement, l'outil va mettre 10 minutes à remonter jusqu'à son plan. Donc là, on décoche, on prend les valeurs d'usinage, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Je recoche pas, sinon il va me remettre les chiffres avec les virgules et ça ne m'intéresse pas. Dernier élément, les éléments d'approche-retrait et les différentes liaisons que vous allez avoir à créer. Alors ça, c'est hyper important. Et il faut être hyper vigilant par rapport à ça. En approche, mon outil il a fait son point de changement d'outil, il est allé point changer et il va arriver jusqu'ici. Donc en approche, je vais lui demander de venir sur le plan. Et quand il aura fini ses usinages, je vais également lui demander, quand il aura fini sa dernière passe sur le hauteur de 48, de revenir à ce niveau-là. Jusque là, ça va. Alors, mon outil va faire une seule passe en ébauche, donc liaison sur un niveau, il va falloir que j'active les liaisons sur un niveau, et j'ai une passe de finition, donc il va me falloir également activer les passes de finition. Encore une fois ici, on n'invente rien, on a créé un plan d'approche-retrait qui va nous servir, j'ai activé ça, et quand j'ai activé ça, je choisis le bouton ici qui s'appelle ajout d'un trajet axial jusqu'à un plan, je clique, et je viens chercher mon plan, pour à chaque fois les approches et retraits. Alors ça va devenir automatique, c'est à saisir au départ, et vous allez voir que ça, quand vous créez ceci, ça nous permet d'aller assez vite pour créer vos usinages. Voilà. Donc là, si je regarde en simulation, voilà ce que j'ai. Alors, je rembobine pour votre fenêtre de simulation. Je suis peut-être allé un tout petit peu vite ici. Lorsque j'ai fini ici, vous avez tout en bas à droite un bouton qui s'appelle animation trajet outil. Lorsque vous cliquez dessus, il génère automatiquement votre trajet outil. Si je rembobine ici et que je passe en point, ici je lance et il fait son usinage. Donc déjà, première chose, travailler en avalant, en opposition. Je ne suis pas dans le bon sens. Donc ici, déjà, première chose que je vais faire dans mon opération, je vais inverser le sens de ma flèche. Inverser la direction, ok. Si je resimule maintenant, que je rembobine, mon outil se situe de l'autre côté. Ok.
Alors là, il va faire quoi? Il va faire son cycle, il vient, il usine, il vient, il usine. Remarque, ma fraise, elle fait 50, et j'usine très peu en fait avec ma fraise. Ma pièce, elle fait 80 de largeur, donc je pourrais quasiment faire la largeur en 2 passes. Donc ici, je vais revenir sur mon onglet radial ici, et je vais augmenter ici le pourcentage de mon diamètre outil utilisé. Je vais simplement faire chevaucher ici de 10 et de 10. À partir de là, mon usinage se fait plus en 4 passes, mais il se fait qu'en 2 passes. Je vous rappelle que l'objectif ici en commande numérique, c'est de produire en un minimum de temps. Et lorsque je rembobine maintenant, je fais ma première passe, je relève sur un niveau ici. Si je regarde en hauteur, je suis bien à 48,3, c'est bien le 50 moins 1,7 ma passe plus les 3 dixièmes que j'avais. Liaison sur ma passe de finition, je reviens me positionner et j'usine bien en Z48, je suis à la bonne hauteur ici et je peux venir faire ici ma deuxième passe. Mon opération elle est faite. Je peux également simuler ce que je viens de réaliser ici par l'intermédiaire de la simulation vidéo. Je clique sur la caméra, je rembobine. Je vais cette fois-ci passer en vidéo complète ici, en trajet continu, et je lance ma vidéo complète. Je clique 2 fois, j'ai mon outil ici qui réalise des usinages. La couleur de mon outil correspond à la surface réalisée. Mon outil est vert, la surface est vert. Je suis cohérent. OK, OK. J'ai validé mon premier usinage. À partir de là, on pourrait éventuellement coder, générer le programme en mode interactif de notre usinage. Ici, vous avez dans la gestion des sorties CN ici un bouton, je remets la barre ici, qui s'appelle générer du code CN en mode batch. Vous prenez le bouton noir en dessous, le triangle, et nous ce qu'on fait c'est générer du code en mode interactif. Ici, on trifouille pas, on cherche pas. Ici, vous cochez toujours le sauvegarder au même endroit que le 4 process, c'est-à-dire que votre fichier généré sera automatiquement géré dans le dossier dans lequel vous avez sauvegardé votre process, et vous cochez sur remplacer le fichier pour avoir toujours la dernière version de ce que vous avez simulé. Exécution, ça s'est sorti correctement. Je vais voir ici, ce qui nous intéresse c'est le fichier qui est codé en fichier ISO. Le fichier ISO, vous pouvez l'ouvrir avec un bloc-notes ou n'importe quel éditeur de texte. Moi, par défaut, j'ai défini le bloc-notes. Si je vais voir ici à l'intérieur, j'ai bien généré un programme pour 100 000. J'ai bien ma fraise à plaquette. Encore une fois, je vous encourage à renommer vos opérations parce que je sais que c'est ma fraise à plaquette diamètre 50 qui s'appelle T1D1 qui va réaliser l'usinage de la surface C. Moi, dans Katia, je regarde peu de choses, encore une fois, je regarde simplement que les correcteurs correspondent bien. Ici, je suis bien en D1. Je vais chercher la fréquence de rotation, le S 1624 tours par minute, et la vitesse d'avance F812. L'avantage, si vous copiez-collez les vitesses d'avance, approche égale retrait égale usinage, c'est-à-dire qu'ici, ok, dans surfaçage, quand ici, vous collez la même vitesse, approche, usinage, retrait, finition, vous voyez lorsque vous générez votre programme si vous avez des problèmes. Vous devez voir apparaître qu'une seule vitesse ici, qu'un seul feed, une vitesse d'avance linéaire en millimètres par minute. Ici j'ai bien 812 mm par minute et c'est le seul élément que j'ai dans mon codage. Toute la partie point ici, alors je peux la décoder, mais techniquement ça n'a aucun intérêt. Je ne fais pas de la FAO pour visualiser les points. Je fais confiance à ma FAO. Si ma FAO n'est pas capable de cracher les bons points, à ce moment-là, ça ne sert à rien de la faire. Voilà. Donc là déjà, j'ai validé un premier élément, j'ai validé mon surfaçage, je peux fermer ça. Ok, ok, mon opération de surfaçage, elle est terminée. Je vais pouvoir passer à l'épaulement qui va être réalisé par la suite. Mon surfaçage étant terminé, je vais démarrer l'usinage de mon épaulement, c'est-à-dire la réalisation de 2 plans perpendiculaires. Si je regarde sur mon dessin de définition, les 2 plans perpendiculaires sont le plan E et le plan D, positionnés à 40 mm par rapport à mon plan de référence ici, et en hauteur à 18 mm par rapport à mon appui-plan ici. Alors globalement, ça veut dire que si ma pièce est fait 80 de large et que mon épaulement est positionné à 40 par rapport à mes appuis,
je vais me retrouver avec une hauteur ici, une longueur de 40 ici et une hauteur de 48-18 de 30 mm à enlever. Techniquement, ma fraise de 50 me permet de le faire, donc ça veut dire qu'ici, ma fraise de 50, je vais la garder. Je me positionne ici dans surfaçage, et après surfaçage, ce que je vais venir faire, mon opération d'épaulement consiste à réaliser ici un contournage. Mon contournage ici, je vais supprimer contournage, et ce que je vais appeler contournage ici, c'est en fait l'épaulement de ma surface. Épaulement de ma surface ici. Alors, qu'est-ce que je vais retrouver? Mon épaulement. Alors, mon épaulement, comme tout à l'heure, je vais retrouver le haut. Et cette fois-ci, il va falloir ce qu'on appelle un guide. C'est une surface qui va lui permettre de savoir dans quelle direction on va. Et le fond, en fait, la partie basse de mon épaulement. Donc, je vais lui définir ça tout de suite. Je vais lui définir déjà dans un premier temps le haut. Le haut, je vais cacher ma géométrie ici. Le haut, le début de mon usinage correspond au plan que je viens de réaliser. Le guide, c'est tout simplement une arête. L'arête qui correspond à l'intersection des deux plans. Je vais inverser la direction pour que mon usinage se fasse dans l'autre sens. Le fond, ici, c'est le bas de mon usinage. Alors je vais avoir tendance à dire que la fin se fait à l'extérieur ici, que le début se fait à l'extérieur de ma pièce ici également. Je peux définir des distances, d'ailleurs ici ça serait pas complètement... On va mettre 5 mm ici et 5 mm ici. Voilà. On peut définir le début et la fin de mon usinage, donc éventuellement dans le cas ici je peux définir une première limite et la deuxième limite de mon usinage. Voilà, là tout est vert et il possède bien l'ensemble des éléments sur ma surface à usiner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire du zigzag? Non, je vais travailler en aller simple ici, pour travailler toujours en avalant. Contournage des arêtes vives, je vais me mettre en circulaire. Est-ce que mon contour il est fermé quand je vais faire mon contournage? Ben non, c'est un contour qui n'est pas fermé, donc ça ne sert à rien de le décaler. Et donc je vais pouvoir ici créer mon usinage. Je vais d'ores et déjà rappeler l'outil. L'outil il existe déjà, donc pas la peine de cliquer n'importe où. Je vais aller dans les 3 points ici, et dans les 3 points, je vais cliquer sur ma fraise. Ma fraise, elle existe et elle est recréée directement ici. Derrière, il va falloir que je définisse. Alors, je fais attention, la compensation ici, c'est toujours 1. Ici, le 2D radial, profil ou extrémité, on va travailler en profil pour bien travailler sur le profil de la pièce. La prise de passe, on va travailler sur le radial. On va définir des profondeurs de passe maxi ici. Je vais avoir 2 mm. J'ai dit que j'avais 30 mm à enlever, avec ici une profondeur de passe maxi de 2 mm. La finition, on va mettre une passe de finition sur le fond uniquement. Pourquoi sur le fond uniquement? Parce que je vais travailler avec une fraise à plaquettes et la hauteur de mes plaquettes ne va pas me permettre de venir usiner sur les 30 mm. Donc je vais simplement réaliser le fond ici, sur fond uniquement, en laissant 0,3 mm de surépaisseur en fond en aller simple ici. Ici, je me remets en aller simple, je sais pas pourquoi ça a bougé. Voilà, donc là on a globalement tout fait. Est-ce qu'on peut tout faire avec ma fraise de 50? On a dit qu'on avait combien à enlever? On a 40 à enlever, donc oui, en radial je vais rester simplement avec une seule passe. Les usinages ici, je vais décocher, je vais virer les décimales, je vais ici, je vais supprimer les décimales également. Et après, je vais gérer toujours mes approches et retraits par rapport à ma pièce. Alors, qu'est-ce que je vais gérer? Donc j'ai une approche et un retrait. Donc déjà, approche et retrait, quand je vais me retrait, je vais toujours venir sur mon plan. Ici, contrairement au surfaçage, est-ce que je vais pouvoir gérer? Ça serait bien qu'on évite de descendre en pleine matière, parce que j'ai pas les gardes latérales qui me permettent de le gérer. Donc en approche ici, je vais supprimer mon construit par l'utilisateur, et je vais passer dans du circulaire horizontal axial, pour être sûr que mon outil
arrivent d'un côté de la pièce et ressortent de l'autre côté. Je mets en approche en circulaire horizontal axial et en retrait par rapport au plan. J'ai plusieurs passes, donc j'ai plusieurs niveaux ici, donc il va falloir que je gère les liaisons entre niveaux. Tout à l'heure j'étais sur un même niveau, là je suis entre niveaux, vu que j'ai plusieurs niveaux au niveau hauteur, et j'ai toujours une passe de finition ici à activer. J'ai dit que je gérais les approches, donc les approches en circulaire horizontal axial, les approches sur la page de finition et les liaisons entre approches circulaire horizontal axial, et que les retraits, je les gérais par rapport à mon plan d'approche. Les retraits, je les gère par rapport à mon plan d'approche. Voilà, techniquement j'ai défini l'ensemble des éléments qui me permettent de définir mes usinages. Je lance ma simulation, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, premier élément, je vois que je prends 2 mm, ça veut donc dire que 2 mm ici, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 14 passes, plus une passe de finition ici qui doit être d'une couleur différente. Effectivement, je vois apparaître du bleu cyan par rapport aux trajectoires qui sont en blanc. Si je rembobine, je vais simplement vérifier mes approches et mes retraits initiaux. Je fais mes approches ici. Et mon outil, il vient usiner par l'intermédiaire de cette approche en circulaire horizontal axial et en remontée par rapport à mon plan. Alors ça me va bien, sauf que je ne suis pas dans le bon sens. Donc ici, il va falloir que je définisse dans mes sens d'usinage un sens différent. Alors là, je suis bien ici, entre deux passes. Mon guide, il est bien défini. Ma finition, elle est conforme. Limite 1, limite 2. Ok, on va la redéfinir un peu après. Déjà, on va aller voir au niveau visualisation graphique ce que ça donne. Je rembobine. Ici, je vais repasser depuis le début. Et là, il va reprendre toutes. On va remettre ça dans nos barres d'outils. J'ai mon surfaçage. Je retrouve derrière mon épaulement avec la dernière passe et les 2 dixièmes. Donc ça, c'est cohérent et ça va bien. Encore une fois, je peux aller le coder ici. Lorsque j'exécute, ok, et que je vais voir, donc tout est généré dans mon dossier. Tout à l'heure, j'avais le surfaçage, je retrouve bien l'opération d'épaulement, j'ai pas de changement d'outil. Et là après, c'est du codage de points qui est simplement généré. Donc le voilà est quand même à programmer manuellement. On est déjà arrivé à 167 lignes quand même ici. J'ai terminé avec mon opération de contournage en épaulement. On a terminé nos 2 premières opérations à réaliser avec notre fraise de 50. On va pouvoir commencer à présent l'usinage de la partie supérieure, à savoir le lamage qu'on va commencer à faire ici, puis le perçage de mon trou de passage de vis. On est en fraisage à commande numérique, donc pas besoin d'utiliser une fraise à lamé à tête pilotée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser une fraise de taille à coupe centrale qui va nous permettre de plonger directement dans la matière ici. Alors 2 possibilités au niveau de la stratégie, soit je perce mon trou et je viens faire mon lamage après, soit je fais d'abord mon lamage et je viens ensuite percer mon trou. Moi, je vais choisir la stratégie qui va me permettre de d'abord faire mon lamage ici et ensuite de percer mon trou pour réaliser mon perçage qui va venir derrière. Les 2 possibilités sont admissibles, vous avez le choix entre les deux ici. Le positionnement de vos 2 trous au niveau de la coaxialité dépend surtout de votre machine. On peut aller visualiser ici, on est sur du 18,0 plus 0,5 ici, et on est sur du diamètre 11, plus ou moins 0,5 ici. Les 2 stratégies sont bonnes, on peut d'abord faire le perçage et faire le lamage ensuite, ou le lamage et le perçage ensuite.
c'est parti. Non, tiens, je vais inverser. Je vais d'abord faire mon pointage parce que ici, pour venir mettre mon pointeur à l'intérieur, ça sera peut-être pas évident. Oh, allez, non. Allez, c'est parti. Je vais faire mon lamage ici. Donc ici, je vais aller choisir mon opération de lamage à l'intérieur. Je suis le diamètre 18, donc ça va aller. Je vais prendre lamage et je vais le positionner ici. Alors l'avantage ici, c'est le lamage ici. Je vais lui mettre un D18. Le lamage de diamètre 18 ici, si je clique, il démarre là. Et si il veut le fond de mon lamage, est bien ici. Il veut quoi? Il veut le diamètre, donc je vais lui sélectionner ceci. Et là, il me détermine bien un diamètre de 11 mm et de 18. Est-ce que c'est ce qui correspond? 11 par 18, c'est bien ce que j'ai sur mon plan. Donc mon part, ma pièce est correcte. Ok, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie? Alors je vais travailler avec la pointe de mon outil. Déjà, je vais décocher la syntaxe de sortie de cycle ici. Je vais prendre le point de guidage qui va m'intéresser. Je vais travailler avec la pointe de mon outil, sachant qu'ici la pointe est plate, donc c'est plutôt relativement simple. Les plongées ici, j'ai rien à toucher. Moi, je toucherai rien ici. Ça, on l'a déjà sélectionné. C'est ici qu'on va définir notre outil. Alors ici, on va définir quoi? On va prendre ici, on a dit qu'on n'allait pas prendre un forêt ni un forêt étagé. On va prendre une fraise de taille. Et on va aller la chercher dans notre catalogue. Est-ce que j'ai une fraise dans mon catalogue? Kata Genejia de diamètre 18. Ah, j'ai pas de fraise diamètre 18. Donc deux possibilités, vous prenez celle de 16 ou celle de 20. Allez, on va prendre celle de 20. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Cette fraise de diamètre 20, je vais aller la modifier ici. Donc je vais modifier son nom, ma fraise diamètre 18. Je vais modifier ici ceci aussi, et derrière ici je vais modifier son diamètre. Alors deux possibilités, soit vous modifiez le diamètre ici, soit ici vous changez son diamètre ici. Voilà. Quand j'ai créé l'ensemble de mes outils, j'ai pas créé tous les outils, j'ai fait par rapport à ce que j'avais de plus commun dans mon atelier. Par contre, ce que je sais, c'est que le numéro d'outil est en 2, ça veut dire que sa compensation, étant donné que je gère ici l'extrémité de mon outil, je passe en 2 et en 2. Voilà ce que je sais. Le 1 il n'existe plus, c'est normal, je viens de le supprimer pour faire passer le 2. Ici je vais travailler avec une fraise de 18, alors ma fraise de 18 normalement elle est plutôt tendance à travailler pour faire des épaulements. Donc ici ma vitesse de coupe, étant donné que je vais travailler comme si je faisais du perçage, je ne vais pas travailler dans les mêmes conditions, je vais baisser ma vitesse de coupe, je vais la diviser par 2 et je vais également diviser par 2 ma vitesse d'avance en finition. Alors soit vous faites le calcul, soit vous êtes un peu feignant, vous rajoutez un /2 et normalement Katia fait le calcul automatique. Dans tous les cas on est bien en finition ici et j'ai bien tout qui est défini. Je vais passer ici, donc là je suis bien en angulaire, alors je décoche, je recoche en angulaire, il m'affiche bien le calcul est fait, et là je coche, je décoche, je suis toujours ici avec ma vitesse d'usinage. Ma vitesse d'usinage, alors il y a quelque chose qui me paraît bizarre ici, c'est que mon outil, le rayon OK, la technologie, j'ai 3 lèvres sur ma fraise de 18. Vitesse de broche en finition, normalement, je devrais avoir du 100. On va valider, la magie de Katia, on va refermer ici. Je reviens dans mon opération. Pourquoi il ne vient pas chercher notre vitesse de coupe? Alors, interrogation ici. Pourquoi la vitesse qui est sélectionnée n'est pas conforme? Alors, on peut le vérifier rapidement. Je suis avec un forêt ici. Le diamètre 18. La fréquence de rotation, c'est bien 1000 avec une vitesse de coupe de 100 divisé par égale pi par diamètre 18, c'est bien égal à 1000 fois 100 divisé par, entre parenthèses,
parenthèse 314 fois 18. Je devrais tomber sur du 1768 tours par minute. Pourquoi Katia ne trouve pas ça? Alors on va lui mettre la vitesse de broche en finition. Si je lui mets la vitesse de broche, et dans mon calcul automatique, il trouve toujours pas ça. Alors on n'est pas très loin, ok, mais la vitesse qu'il nous propose n'est pas bonne. Calcul automatique à partir de vitesse définie par l'usinage. On va aller vérifier dans notre outil. Ah, le problème il est sûrement ici. J'ai deux outils ici. Et qu'est-ce que je modifie depuis tout à l'heure? Alors, on va lui remettre les mêmes choses en ébauche et en finition, à savoir ici, on va lui mettre du 100 mètres et on va lui mettre ici ça. Ok, on va revenir ici dans notre opération. Et maintenant j'ai bien les bonnes valeurs qui apparaissent. Alors je peux pas sélectionner l'ébauche et la finition, c'est bizarre mais c'est comme ça. Alors ici je vais garder mes 250. Ici on n'a pas besoin de copier-coller. Ici vous cochez rapide, rapide, rapide. Et pour les opérations ça va bien. Par contre, les approches retrait, on active nos approches retrait et quand je vais activer mes approches retrait ici, je vais toujours venir par rapport à mon plan. J'arrive sur mon plan en rapide et je ressors sur mon plan. Alors mon plan est positionné sur le côté de la pièce, mais mon outil va se positionner par rapport à l'usinage qu'il a réalisé lui. Et je peux simuler tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais passer en point à point parce que j'ai pas beaucoup de points programmés. Je rembobine, mon outil il arrive, il vient se positionner par rapport à l'usinage à réaliser. Je me positionne en Z48. J'ai 11 mm en Z37. Je remonte en Z49. Je remonte sur mon plan. Et j'ai terminé mon usinage avec mon lamage. Je lance ma vidéo. Alors deux possibilités ici, soit vous n'avez pas beaucoup d'usinage et vous relancez tout depuis le début, comme ceci. Et vous sélectionnez deux possibilités, soit ici, quand vous lancez votre vidéo ici, vous faites ceci et vous allez directement en rapide jusqu'à la dernière opération et à ce moment-là, vous voyez bien apparaître mon code couleur, mon outil est bleu, mon usinage est bleu, j'ai pas de rouge qui est la couleur de l'erreur, donc là on est conforme par rapport à ce que j'ai réalisé et je viens de valider mon opération de lamage diamètre 18. On peut le vérifier ici avec le codage que l'on a fait. Je refais mon codage au fur et à mesure et je vais visualiser ici dans ma gamme d'usinage que si je descends ici, j'ai bien une opération qui s'appelle avec ma fraise ici du T2D2. Ici, j'ai bien ma vitesse d'avance, ma vitesse de coupe et ma vitesse d'avance, donc c'est cohérent. Ici, fichier gestion des enregistrements, ça coûte rien. Enregistrer le process, propager, ok. Voilà, j'ai fini mon lamage. Je vais à présent opérer le pointage des trous. Alors je vais pointer le trou qui est ici, mais également les deux trous qui sont ici. Donc je vais sélectionner mon pointeur. Allez, on va pouvoir démarrer notre opération. Pour notre pointage des trous, je vais aller consulter mon dessin de définition. Ici, j'ai deux trous. L'angle que j'ai au niveau de mon pointage, c'est un angle à 45. Donc il va falloir que j'utilise un pointeur ou un forat à pointer avec un angle de pointe de 90 degrés que j'ai ici. Par rapport à mon trou ici, je suis sur le diamètre 11. Donc il va falloir que mon diamètre 10 ici ne va pas suffire et je ne peux pas faire de chanfrein. Par contre ici j'ai le chanfrein à réaliser sur ma surface. Donc je peux sélectionner. Autre élément important, il va falloir que lorsque je fasse mon chanfrein, je remonte assez pour pouvoir faire les deux autres qui sont ici. Pour faire mon opération de pointage, je vais aller ici dans mes opérations et prendre pointage. Alors pointage, je vais le mettre après mon lamage qui est ici. Et ici, je risque d'avoir plusieurs trous à pointer.
Alors deux possibilités, soit vous faites deux opérations différentes si vous ne voulez pas gérer tout en même temps, soit on va faire qu'une seule opération et on va voir comment on peut multiplier nos trous par la suite. On va démarrer avec un seul trou, ici, en opération de pointage. Donc pour l'instant je vais juste laisser pointage ici. Je vais dire que mon plan supérieur, alors mon plan supérieur ça va être celui-ci ou celui-ci, non, je vais avoir tendance à définir celui-ci. Et que par rapport à celui-ci, il va falloir que je dégage d'au moins, mon trou il fait 11 en lamage, donc je vais dégager de 12 quand je vais remonter. Le trou il est ici. Pour définir mon pointage, ici je peux lui mettre n'importe quelle valeur, étant donné que mon diamètre 10 est plus petit que le trou que je vais repercer derrière. Au maximum, je peux descendre, si j'ai du diamètre 10 en pointeur, je peux descendre à 5 mm, donc on va mettre 4, comme ça on va faire un pointage assez conséquent pour bien guider notre forêt par la suite. Je pointe par pointe-outil, j'ai pas de temporisation, point de guidage, et je décoche ma syntaxe de SIG. Ça veut donc dire qu'ici j'ai utilisé mon T1, T2, T3, je vais utiliser un pointeur, ici un pointeur de diamètre 10, on est dans une pièce en alu, ici, je valide. Mon numéro d'outil c'était le numéro d'outil 3, plus je pointe à la pointe, donc si je pointe à la pointe, je pilote la pointe de mon outil, ma pointe est bien en P1, donc je vais modifier les correcteurs. Et ici, normalement, ma compensation est bien repassée en 3. Pour piloter mes vitesses sont calculées directement à partir de mes différents éléments. Je décoche calcul automatique ici, je vais virer mes décimales et je coche en rapide ici. Là, si vous avez compris la stratégie, c'est très simple, j'active et je me mets par rapport à un plan, et le plan c'est toujours mon plan de référence, qui est mon plan d'approche, plan de retrait, que j'ai créé dans l'habillage tout à l'heure. Je simule, et lorsque mon outil arrive ici, si je regarde mon outil, je rembobine, je vais passer en point à point, parce que j'ai pas beaucoup de points qui sont programmés. Mon outil vient se positionner à l'intérieur de mon trou, comme ceci. Il vient, il usine, et il remonte. Voilà. Si je regarde en vidéo maintenant, alors je ne vais pas refaire toute la vidéo intégrale, je vais aller jusqu'au bout, mais lorsque je vois que c'est réalisé, je vois bien l'empreinte ici, sur lequel normalement j'ai une profondeur de 4 mm. Voilà. Donc ça c'est cohérent. Alors deux possibilités, ici, soit vous sélectionnez dans l'opération l'ensemble des trous, pour l'instant j'ai qu'un seul point qui est sélectionné. Alors avantage inconvénient, c'est que la distance que vous allez mettre ici correspond forcément à la distance que vous avez pour tous les trous. Or ici on a pointé de manière assez profonde et c'est pas forcément celle qui nous intéresse ici. Si je vais regarder ici dans mon support, si je vais regarder comment ont été créés mes trous, parce que je crois que j'ai pas la cote de profondeur de mes trous sur mon dessin de définition ici, bah si c'est 2 mm à 45 degrés. Donc si j'ai mes 2 mm à 45 degrés, tac, lorsque je vais, on va juste le vérifier ici, lorsque j'ai créé mes trous, donc ça c'est mon premier trou, ces trous là ils sont créés, ah non c'est des chanfreins, même pas, c'est des chanfreins qui ont été créés, mes chanfreins c'est bien 2 mm à 45 degrés, voilà. Donc ça veut dire qu'ici par rapport à des trous, ici si je reviens, j'ai 2 mm à 45 degrés, donc là j'ai 2 mm ici, donc j'ai 2 mm si je réfléchis un tout petit peu, j'ai 2 mm entre là et là, et ici mon trou il a un diamètre de 5, donc 2,5, c'est-à-dire qu'ici, lorsque je vais vouloir connaître ma profondeur de pointage ici, il faut que je descende à 2,5 le rayon, plus les deux, c'est-à-dire 4,5. Donc ça veut dire que ici dans Katia, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, alors deux possibilités, moi j'ai tendance à pas trop me compliquer la vie, j'aime bien le copier-coller. La première opération, je l'ai visualisée, elle fonctionnait. Mon copier-coller il fonctionne bien. Donc le premier c'était le pointage du diamètre 18, ça c'est le pointage des diamètres 5, donc je vais rajouter des 5. Ici c'était le pointage de D
18, ok. Ici je vais revenir dans mon D5, dans mon D5 je vais lui effacer les sélections, je vais effacer toutes les positions, oui. Je vais définir que mon plan c'est bien celui-ci, et par contre que ce que j'ai à usiner, j'ai ça, et ça. Voilà, je me retrouve bien avec deux arêtes différentes ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait des sélections qui sont pas terribles. On va effacer toutes les positions, car lorsque je sélectionne ici, je dois prendre l'arête inférieure et l'arête inférieure ici. Voilà. Ici, j'ai dit que j'avais du diamètre, j'allais sur du 4,5 en profondeur. Ici, je valide, je change rien ici, je change rien nulle part. Les approches retrait, ce sont bien les mêmes. J'ai un dégagement. Alors là, par contre, mon dégagement, c'est vrai qu'entre les trous, j'avais mis 12 mm. Là, je peux juste dégager de 5 mm entre les trous. La hauteur, elle a changé. Ok, on peut y aller, on rembobine. Je viens, mon outil, il arrive. Il fait son empreinte, il va sur l'autre trou, il fait son empreinte, je sélectionne tout, je visualise, et si je revisualise tout ça, ça fonctionne très très bien. Ok, ok. Fichier, gestion des enregistrements, je sauvegarde mon GA, propager, ok. J'ai terminé mon pointage. On va passer au trou supérieur, le diamètre 11. Remarque et analyse, mon diamètre 11, il a lieu sur quelle hauteur? Je vais regarder mon dessin de définition ici. J'ai un lamage qui fait 11 mm et une pièce qui fait 48 mm de hauteur. Ça veut donc dire que j'ai 37 mm à usiner sur un diamètre 11. Donc déjà, ça veut dire qu'en termes de cycle à programmer, dans mes perçages ici, je ne vais pas me contenter de faire un perçage classique parce que la longueur à usiner est relativement importante. Et je vais sélectionner le perçage profond. Le perçage profond, chez Katia, c'est ce qu'on appelle un perçage avec des bourrages. Mon outil va percer, remonter pour évacuer le copeau. Donc je vais faire ça, je vais me positionner avec mon perçage à la suite de mon pointage. Je perce à partir d'où? Je vais percer tout simplement à partir de ce point-là. Je perce quoi? Mon cylindre, en sélectionnant, alors il faudra peut-être zoomer pour pas qu'il se trompe. Quand je sélectionne ça, j'étais sur un trou qui était borgne, il l'a trouvé automatiquement comme étant débouchant. Je vais quand même lui définir le plan inférieur pour qu'il trouve bien. Il me dit bien que la longueur de perçage est bien 37. On est cohérent, c'est cool. C'est cool. Katia, il sait reconnaître le modèle 3D qu'il a. Ça va bien. Perçage. On va garder le profond. Et on est bien sur du diamètre 11 cette fois-ci. Mon perçage. Alors mon diamètre 11, dans mon perçage, je vais caractériser deux éléments qui sont importants. Le DC, profondeur de coupe, je vais aller jusqu'à 3 fois le diamètre, mais ici je vais pas être trop gourmand. Je vais faire, allez, 15 mm, qu'on voit au moins ce qu'on fait. Et la percée, de combien je vais déboucher ici. La percée, je suis sur le diamètre 11. Je vais percer sur, allez, 3 mm, même 3 mm ça devrait aller. Je sélectionne par point-outil, point de guidage, je décoche ma syntaxe de cycle. L'outil, je suis sur du diamètre 11, travail de forme, pointeur. Forêt, pardon. Je vais sélectionner mon forêt dans mon catalogue. Et dans mon catalogue, est-ce que j'ai un forêt de diamètre 11, 10, 10, 2, et j'ai pas de forêt de diamètre 11. Alors, comme d'habitude, je vais sélectionner un forêt de diamètre 12. Ok. Et je vais le modifier manuellement ici. Donc mon diamètre 11 maintenant, mon diamètre 12 c'est du diamètre 11. C'est du diamètre 11. Et en plus ici, je vais lui définir le nominal comme étant du 11. Les vitesses, elles apparaissent bien. Je suis toujours à 80 mètres avec les vitesses qui vont bien. Lorsque je perce, je pilote plus la pointe, je pilote le diamètre d'usinage. C'est-à-dire ici, je suis bien en P3. Ici, mon outil, c'est 4. Donc, je vais mettre les identifiants de correcteur et le numéro de correcteur à 4. J'ai deux correcteurs qui existent. Je rebascule dans le premier onglet ici et je valide mon compensation en 4. Ici,
mes vitesses elles sont calculées automatiquement. Je vais supprimer ici les différents éléments comme ceci. Je me mets en rapide partout, et ici les approches, c'est comme d'habitude, les approches en rapide sur mon approche ici, retrait sur mon plan comme ceci. Mon outil, mon forêt va arriver pour réaliser le perçage de mon trou. Je rembobine, il vient, il prend son usinage, il remonte, on voit l'usinage se réaliser. Je repars en play. Je vais vérifier ici que mon outil dégage bien. Normalement il dégage de 3 mm en dessous. Effectivement mon trou est bien débouchant. Si je le remets en continu, je vois bien que mon outil dégage. Je lance ma vidéo complète. Je repositionne ma pièce. On rembobine depuis le début et on va laisser faire. J'ai bien mon surfaçage toujours. Ça serait étonnant que les premières opérations aient bougé. Normalement, il n'y a pas de raison pour que. Mon lamage, pointage, pointage, pointage. Et perçage avec débourrage de mon trou. Outil violet, trou violet. Ça roule. Ok. Ok. Je peux passer au perçage de mes trous diamètre 5H7. Alors, règle d'usinage 0,98 fois le diamètre. Si j'ai du diamètre 5 ici, 0,98. Il va nous falloir une virgule. 0,98 fois le diamètre. Ici, ça a bien été égal à ça. Fois ça, 0,98, ça nous fait du 4,9. Donc il va me falloir un forêt de 4,9 pour percer, parce que derrière ces trous-là vont être alésés par l'intermédiaire d'un alésoir machine. Donc, mon opération de perçage ici, j'ai une opération de perçage qui est avec des petits diamètres, mais sur des longueurs un peu plus grandes. Je répète exactement l'opération que je viens de faire, ici, mais avec, je prends mon perçage profond, cette fois-ci mon plan, il est là, ici. Combien de trous j'ai? En trous, j'ai ce trou-là et ce trou-là. J'ai mes deux trous. Mes deux trous, est-ce qu'ils sont débouchants? Oui. Donc là, je vais définir ça. Alors ici, s'il ne l'a pas trouvé, je vais définir comme débouchant. Il a bien pris ici la partie qui nous intéressait. Je vais dégager entre les trous pour pas que je vienne directement. Je vais dégager à 3 mm. Là, on est sur du D4. Alors, est-ce qu'on peut mettre le point ou la virgule? On va tenter le point, on va voir ce qu'il nous dit. Ça n'a pas l'air de le gêner. 4,9. Ici, je vais mettre une percée sur du 4. On peut mettre 2 mm simplement. La profondeur de coupe, on est sur du diamètre 4,9, donc on va mettre 8 mm en profondeur maxi. On est par point outil, point de guidage. On va aller chercher notre outil, on va reprendre un outil. On était arrivé à 4, on va l'appeler 5. On va aller chercher, est-ce que j'ai un 4,9? Non, j'ai un 4,2 et un 5. Je vais prendre mon diamètre 5, voilà, mon 4,2, ça va me coûter moins. Je prends mon 4,2 ici. Mon 4,2, je vais le modifier, je vais le passer en 4,9 entrée. 4,9 entrée, numéro d'outil c'est le 5. Il existe déjà le 5, c'est pas grave. Compensation, on perce en P3 ici. 5, 5, ok. Je rebascule ici et je valide bien la compensation en 5. Les vitesses, alors remarque, on est sur des petits diamètres, donc là ça peut être intéressant. Moi, ma vitesse maxi sur la machine, ça sera 4000 tours. Et là, j'arrive en usinage à 1091. Je vais minorer un peu mon avance ici. Les approches et retraits, ce sont les mêmes. Je suis toujours par rapport au plan. Alors, ah ouais, tiens, ça, c'est pas terrible. C'est-à-dire que je vais venir en vitesse jusqu'à ce plan-là.
Donc il pourrait être intéressant éventuellement de redéfinir un autre plan ici de manière à optimiser mon usinage. Alors on va déjà voir ce que ça donne ici. Lorsque je fais mon usinage, je viens bien par rapport à mon plan. Je débouche bien ici, ici, lorsque je simule mes usinages maintenant. Si je rembobine et que je lance mes usinages, je me retrouve bien avec mon lamage, mon pointage, le pointage de l'ensemble de mes trous, mon perçage profond et mon perçage profond. Je suis en rouge, mes trous sont rouges et débouchants. C'est bon, c'est cohérent. Valider, ok, ok. Une gestion d'enregistrement pour valider ma sauvegarde. Enregistrer, propager, ok. On a terminé avec le perçage, on va pouvoir passer à l'alésage de mes trous. Dernière opération à réaliser sur le process de notre pièce, c'est la réalisation des alésages, les deux alésages diamètre 5H7. Donc on a percé au préalable nos trous diamètre 4,9. L'alésage machine avec un alésoir machine, c'est tout simplement, si on va regarder un alésoir machine, c'est tout simplement un outil de forme que l'on va utiliser de ce genre-là. Notre diamètre correspond au trou à réaliser et on va travailler sur une profondeur de passe qui ne sera pas énorme étant donné qu'on a déjà percé à 4,9 et qu'on est sur du diamètre 5. Notre alésage, il y a une fonction alésage ici qui existe dans CATIA. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs alésages. Il y a l'alésage ici, si je regarde, c'est un alésage avec pas un alésoir, mais une tête à aléser. Moi ici, je vais prendre alésage de finition. Tout simplement, l'alésage de finition, il n'est pas réglable et on part du principe où c'est l'alésoir qu'on utilise. On a déjà sélectionné notre trou, vous allez voir que l'opération elle va relativement vite. On est sur le D5H7. H7. Mon plan, c'est celui-ci. Les trous, c'est ce trou-là et ce trou-là. Je vais dégager de 3 mm par rapport à mes trous. Que le fond ici, alors j'aurais pu, mon trou il est débouchant ici, je vais le définir comme étant débouchant. Regarde bien les sélections, c'est conforme. Ici, caractéristique, ici, ma distance d'approche, je ne vais pas la gérer, je vais déboucher de 2 mm, je décoche mes syntaxes de cycle, je pars point-outil. Je suis arrivé au D5, donc là je vais prendre un alésoir. Je vais chercher dans ma bibliothèque, est-ce que j'ai un alésoir de diamètre 5? Non, je démarre à 6. Je vais prendre mon 6 en alu. Les paramètres de coupe seront globalement les mêmes pour un 5 et un 6. Donc ici, je prends un diamètre 5. On était arrivé au diamètre numéro d'outil 5. Je vais passer avec un numéro d'outil 6. Plus compensation. Je compense à la pointe 6, 6 comme ceci. Le 1, il n'existe plus. Effectivement, je vérifie que je sois bien passé ici avec 6. C'est conforme, c'est conforme, c'est conforme. Ici, il m'a bien refait son calcul. Remarque, en alésage, je tourne pas très vite au niveau de fréquence de rotation. Par contre, je vais très vite au niveau de la vitesse d'avance. Rapide, rapide. Là, faut pas que je me trompe non plus. Activer, activer dans mes approches retrait par rapport à un plan. Je reprends mon plan d'approche. Ici, je retrait sur mon plan d'approche. Ici, comme ceci. Et on lance l'usinage. Je rembobine. Alors, il faudrait que je modifie graphiquement. Ça me plaît pas beaucoup parce que si on regarde un tout petit peu ce qu'on a vu, la géométrie de mon outil correspond pas à ce que j'ai ici. Donc là, j'aimerais quand même que ce que je représente corresponde à ce que j'ai. Le chanfrein ici, 0,2. Par contre, la LC, la longueur de coupe ici, et la longueur ici, on va être au moins sur du 35
et ma longueur de coupe va être de 34. Voilà. Là ici, quand je revisualise maintenant dorénavant mon outil, j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus ici quand je rembobine à un alésoir. Effectivement. Donc là, encore une fois, remarque, mon plan, il est quand même relativement haut par rapport à mes usinages. Donc ce que je vais faire, parce que ça, techniquement, c'est pas bien, on va revenir dans notre fenêtre, dans notre NC Setup, dans notre habillage, dans notre corps. Et cette fois-ci, on va définir dans notre corps, on va cacher la NC géométrie. Si je cache ma NC géométrie, et je vais finir dans mon corps un plan par rapport à ça, oui. Et cette fois-ci, mon plan, il est décalé. Bon, allez, on va le mettre à 10 mm, voilà, par rapport à ce que j'ai à faire. Voilà. Et là, c'est plus cohérent. Alors, autant celui-ci va bien pour le plan supérieur, autant pour le plan inférieur, il faudrait prendre ce plan-là. Je reviens dans mon NC Setup, il n'y a pas de modification, fenêtre, dans mon GA support. Je reviens ici, là, dans mon alésage. Et ici, je vais remettre effectivement que mes approches retrait ont lieu par rapport à ce plan-là et par rapport à ce plan-là. Maintenant, lorsque je simule, effectivement, les approches et retraits sont quand même beaucoup plus cohérentes en venant ici sur ce plan-là que ce que j'avais précédemment. Si je rembobine et que j'exécute, à présent, je retrouve bien une trace orange qui correspond ici au orange de mon outil. Ok, ok. Je lance mon codage. Mon codage est exécuté. Je peux visualiser mon codage ici. Je descends. Donc là, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, l'intérêt de la commande numérique, c'est les lignes de code qui sont générées au fur et à mesure de l'exécution. Ici, je me retrouve quand même avec des lignes de code qui sont relativement importantes. Alors là déjà, avec mon Forêt 4,9, là je m'arrête tout de suite. Mon G83, à mon avis, il n'est pas géré par ma machine. Donc ça peut être problématique. Alors ça, le G83, c'est un cycle de perçage avec des bourrages qui peut être très bien. Sauf que si votre machine ne le gère pas, vous allez rester planté parce qu'ici, comme j'ai pas vérifié ma barre de scroll, il faut que je décoche ici ceci. Je vais recoder. Et maintenant, plutôt que de prendre un code spécifique, alors les cycles d'usinage, ils ont énormément d'intérêt lorsque vous faites du codage à la main, parce que ça vous évite des lignes de code à écrire. Là, que vous fassiez 5 ou 10 000 lignes de code, pour vous c'est pareil. Maintenant, pour mon perçage ici, je retrouve bien pour mon perçage les différents éléments qui correspondent à la réalisation de mon perçage. Voilà. T6, D6 pour mon alésoir, et ça roule. C'est conforme ici. Je valide ici une gestion des enregistrements de mon support, enregistré, propagé, ok. Et j'ai terminé mon usinage. Voilà, j'ai terminé l'ensemble de mes usinages de ma phase 30. La prochaine étape, ça sera de voir comment on peut récupérer toutes les informations qu'on a créées ici pour créer les documents de fabrication, à savoir la nomenclature des phases et le contrat de phase de ma pièce. Voilà.